Bonjour tout le monde. On y va pour cette première séance. Non, c'est pas cette première séance, cette nouvelle séance. On va parler d'électricité, donc d'électrocinétique. On continue ce qu'on a fait les dernières fois. On avait vu les chapitres 7 et 8 sur les généralités sur le courant alternatif, la loi d'Ohm, la loi de Joule. On avait parlé des générateurs et des récepteurs. On avait généralisé la loi d'Ohm. Vous vous rappelez, au bord d'une résistance U égale RI, au bord d'un générateur de force électromotrice E et de résistance interne R, U égale E moins RI. Pour un récepteur qu'on avait appelé E', R', eh bien U c'était E' plus R', hein, vous avez bien tout ça en tête. Et donc on va appliquer maintenant tout ceci pour résoudre des réseaux électriques. Résoudre des réseaux électriques, ça voudrait dire déterminer les intensités des courants dans les différentes branches. Alors c'est quoi une branche? C'est quoi un réseau? Et tout ça, on va commencer d'abord par donner des définitions dans ce chapitre. Voilà, on commence, chapitre 9. D'abord, premier paragraphe, définition. On va tout simplement dire d'abord ce que c'est qu'un dipôle. C'est un mot qui va revenir tout le temps. Dipôle électrique, c'est, comme son nom l'indique, un composant qui a deux pôles. Dipôle, deux pôles. Un pôle pour entrer, et un pôle pour sortir, ce qu'on appelle une sortie. Bon, les dipôles, concrètement, dans notre cas, ça va être une résistance ou un générateur ou un récepteur. Voilà les trois dipôles qu'on va rencontrer cette année. Ensuite, on va tout le temps parler d'un réseau électrique. Un réseau, c'est tout simplement un ensemble de dipôles qui sont reliés les uns aux autres. Concrètement, c'est un circuit. Vous savez, les circuits qui sont dessinés, vous avez une pile reliée à une résistance en parallèle, en série, tout ça. Ça forme un réseau. Voilà. Ensuite, on va continuer nos définitions en parlant d'un nœud. Alors, un nœud, c'est un point d'intersection, de rencontre, si vous voulez, d'au moins trois conducteurs. C'est une zone de contact où il y a trois conducteurs au moins qui se retrouvent. Alors, l'exemple le plus simple, c'est celui-ci. Vous avez donc trois fils parcourus par des courants I1, I2, I3. Et le point d'intersection, c'est ce qu'on appelle un nœud. C'est le gros point noir. Ou encore, si on prend un autre exemple, ici, vous voyez trois points ABC. Alors, ce sont des nœuds, mais en vérité, c'est un seul nœud. Vous voyez que les points, par exemple A et B, sont reliés par un simple fil sans résistance. Eh bien, d'un point de vue électrique, c'est le même point. Hein, il est au même potentiel. Tous ces points-là ABC forment un seul nœud. Voilà. Ou encore, voici un schéma que vous reconnaissez peut-être, puisque on avait étudié la résistance équivalente à tout ça la semaine dernière. Bon, vous voyez que les points A, B, C, D, E, tout ça, c'est le même point. C'est le même point, ce qu'on appelle un nœud. Ce qui permet d'ailleurs de voir, très simplement, que la résistance qui est entre les points A et C, c'est une résistance qui est complètement inutile ici. On peut parfaitement l'enlever, puisque les points A et C, c'est le même point. Donc, on peut enlever la résistance entre A et C et celle qui est entre B et E de la même façon. Bon, enfin, voilà. Alors, et pour terminer nos définitions, on va parler d'une branche. Une branche, c'est un ensemble de dipôles, mais qui sont montés en série. C'est-à-dire qu'ils sont parcourus par le même courant, et ces dipôles se trouvent entre deux nœuds consécutifs. Voici un exemple. Deux nœuds A et B, ils sont consécutifs, c'est-à-dire qu'ils se suivent. Après le A, il y a le B, et entre ces deux, vous avez un ensemble de dipôles qui sont
donc parcourue par le même courant, et c'est ce qu'on appelle une branche. Ici, c'est la branche AB. Et lorsque vous prenez un ensemble de branches successives qui se suivent et qui forment un circuit fermé, une boucle fermée, c'est ce qu'on appelle une maille. Une maille, par exemple, vous pouvez avoir une maille à 2 branches. Vous voyez, comme c'est dessiné sur cette figure. À 3 branches, une maille à 3 branches, ça va former un triangle. Une maille à 4 branches, comme ce que je vous dessine ici. ABCD. Vous voyez? Alors, le point A, c'est un nœud. Vous voyez le fil là qui arrive. C'est le 3e conducteur. Donc, A, B, C, D sont des nœuds ici. Très bien. Alors, le but maintenant de ce qu'on va faire, ça va être de déterminer les courants dans les différentes branches, comme je vous disais au début. Et pour arriver à déterminer les courants, je veux dire connaissant les caractéristiques des résistances, des générateurs, des récepteurs qui forment le circuit, bien sûr. Bon, on va chercher à déterminer le courant. Et pour ça, nous allons vous exposer plusieurs méthodes. Aujourd'hui, 2 méthodes. C'est les lois de Kirchhoff et le théorème de Millman. Alors, on commence avec les lois de Kirchhoff. Et d'abord, la loi des nœuds. Oui, les lois de Kirchhoff, en fait, il y a 2 lois. Il y a les lois des nœuds et les lois des mailles. Kirchhoff, vous voyez, c'est un nom qui s'écrit avec 2 H, 2 F, et il a, et ces lois de Kirchhoff sont nombre de 2. Non, je plaisante, ça n'a rien à voir. Donc, loi des nœuds. Loi des nœuds, c'est quelque chose de très logique que je vais vous montrer sur un exemple. Par exemple, vous voyez ce circuit, vous avez un nœud A avec 5 courants. Il y en a 3 qui arrivent, I1, I2, I3, et 2 qui partent, I4 et I5, sur cet exemple. Bon, vous imaginez que la somme des courants qui arrivent est égale à la somme des courants qui partent. C'est clair. Un petit peu à l'image d'un rond-point, quand vous avez un rond-point en A, avec des routes voilà, qui viennent avec un certain nombre de voitures. Et ces voitures, donc elles traversent le rond-point, elles n'ont pas le droit de s'arrêter. Donc vous imaginez bien qu'au bout pendant une certaine durée, un laps de temps, le nombre des voitures qui arrivent égale au nombre de voitures qui partent. Il n'y a pas d'encombrement. Bien sûr, il ne faut pas qu'au rond-point, il y ait un garage qui produit des voitures. Non. Bon, voilà. Maintenant, vous remplacez le nombre de voitures par la quantité de charge. Et donc, on constate la quantité de charge qui arrive en A égale la quantité de charge qui part, on va dire, par unité de temps. C'est-à-dire que finalement, la somme des courants I1 plus I2 plus I3 égale I4 plus I5, ou si on groupe tout dans un même membre, I1 plus I2 plus I3 moins I4 moins I5 égale 0. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez la somme des courants qui arrivent égale la somme des courants qui partent. Ou dit autrement, la somme de... On va mettre un signe plus au courant qui arrive et un signe moins au courant qui partent. Donc la somme des plus I plus les moins I donne 0. C'est une généralisation de cette loi. Donc vous prenez un nœud où il y a un nombre quelconque de branches et vous écrivez que la somme de I égale 0. Alors voilà, comme je vous disais, il y a un signe plus et un signe moins. Vous affectez plus à ceux qui arrivent et moins à ceux qui partent. Ou le contraire, bien sûr. Parce que de toute façon, la somme globale est égale à 0. Bon, ça c'est la première loi. Ok. La deuxième loi, qu'on appelle loi des mailles, la loi relative aux mailles, eh bien, on va vous l'exposer sur un exemple. Et puis on généralise. Sur un exemple, comme ça va être plus simple, plus clair. On va considérer cette maille à 4 branches, ABCD, avec un ensemble de résistances, de générateurs, de récepteurs, comme vous voyez sur la figure. Ok.
Il s'agit de déterminer les courants dans les branches. Alors, on va commencer par nous dire, dans une branche donnée, le courant circule dans un certain sens que nous ne connaissons pas, mais que nous allons trouver justement par le calcul. Bon, ce sens, on ne le connaît pas, mais on va choisir un sens au hasard, un sens arbitraire. Par exemple, si je prends la branche AB, je ne sais pas si le courant circule de A vers B ou de B vers A. Et donc, je vais prendre un sens. Je vais choisir quelque chose. Vous avez le droit de choisir le sens que vous voulez. Alors, concrètement, sur cette branche AB, vous pouvez me dire, oui, non, mais là, il y a un générateur avec une borne positive ici du côté de B. Cela veut bien dire que le courant circule de A vers B. Eh bien non, pas nécessairement. Parce qu'en fait, vous ne savez pas ce qu'il y a dans le reste du circuit. Il y a peut-être d'autres générateurs de force électromotrice plus importantes qui vont forcer le courant à aller dans l'autre sens. Et à ce moment-là, ce générateur de force électromotrice 1, celui-là, il va se comporter comme un récepteur. D'accord? Donc, a priori, on ne sait pas. Donc, ce qu'on fait, on va choisir un sens. Ben, ici, par exemple, on va l'appeler I1, on va choisir le sens de A vers B, par exemple. Ensuite, le deuxième courant dans la branche BC, on l'appelle I2, il va de B vers C, et on le marque sur le schéma. 3, ça sera cette fois-ci de D vers C, on le marque aussi sur le schéma. Et puis le quatrième courant, on prend le sens A vers D. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va dire quelque chose. Je vais vous dire tout de suite pendant qu'on a encore cette diapo. Regardez, on parle d'un point A. On va faire le tour de la maille et on va additionner les tensions. Par exemple, ici, on va prendre la tension VA moins VB plus VB moins VC plus VC moins VD plus VD moins VA. Alors, vous savez, on est revenu au point de départ. Donc, cette somme-là est égale à 0. Ce que vous voyez mathématiquement, hein, VA moins VB, regardez, moins VB, plus VB moins VC. Les VB s'en vont, il reste VA moins VC. Puis, vous dites VC moins VD, les VC s'en vont, plus VD moins VA, les VD s'en vont. Il vous reste VA moins VA, qui est égal à 0. OK? Or, déjà on dit ça, voilà, on va le dire. Oui, c'est ça, on choisit de parcourir la maille dans un certain sens, comme je viens de faire. Moi, j'ai pris le sens ABCD, c'est celui qui est marqué sur la figure, on l'indique par une flèche, voilà. Et ensuite, on dit la loi des mailles, c'est ce que je viens de vous dire, la somme algébrique des variations de potentiel aux bornes des éléments le long d'une maille est nulle. Ok? Or, c'est quoi ces variations de potentiel? Eh bien, si vous avez une résistance, la variation aux bornes d'une résistance est RI, mais vous allez mettre plus RI ou moins RI. Plus RI si vous parcourez la branche dans le sens du courant. D'accord? Si votre sens de parcours de la maille est le sens du courant, si c'est le même, ce sera plus RI. Ben sinon, c'est moins RI. Oui. Bon, maintenant, si à la place d'un générateur, si à la place d'un récepteur, vous avez un générateur. Eh bien, la tension à ces bandes, ça va être E, mais avec un signe plus ou un signe moins devant. Donc, le signe plus sera... On va mettre un signe plus si on rentre dans le générateur par la bande positive. Hein. Quel que soit le courant, on ne s'occupe pas du courant. On regarde ce que nous faisons. On se promène sur cette branche et on rentre par une certaine borne. Si c'est la bande plus, on met plus. Si c'est la bande moins, on met moins. Voilà, tout simplement. Et s'il s'agit maintenant d'un récepteur, eh ben, ça va être la même chose. Vous voyez le petit dessin qui est là? Voilà, un récepteur. Donc, c'est un récepteur non polarisé. C'est-à-dire, a priori, il n'y a pas de bande plus et de bande moins. Mais, pour pouvoir appliquer ici la règle,
on va le monter en opposition sur le courant. C'est-à-dire, tout simplement, c'est ce qui est indiqué sur ce schéma, la borne par laquelle le courant rentre, c'est la borne positive. Et l'autre, c'est la borne négative. Donc, moi, maintenant, ça dépend. Est-ce que je suis en train de parcourir ma branche dans ce sens, dans le même sens que I? À ce moment-là, je rentre par la borne positive. Ou alors, est-ce que je suis en train de parcourir la branche dans l'autre sens? Et à ce moment-là, c'est la borne négative. Voilà. Donc, ça va me donner, certainement, voilà, on pourra écrire que la somme des plus ou moins RI plus la somme des plus ou moins E est égale à 0. C'est quelque chose, en fait, qu'on avait déjà écrit la semaine dernière concernant deux points A et B. Vous vous rappelez, on avait écrit VA moins VB, ou si vous voulez, Vx moins Vy, en prenant deux points X et Y. Eh bien, c'était somme des plus ou moins RI plus somme des plus ou moins E. Ici, les points X et Y sont les mêmes, puisqu'on a fait le tour de la maille. On est parti d'un point X, on est revenu à ce point X. Et donc, cette somme-là est égale à 0. Voilà. D'abord, je crois, le mieux, ça va être de prendre un exemple. Voilà. On reprend cette maille ABCD qu'on parcourt dans ce sens. On met ici un petit bonhomme qu'on va envoyer dans le sens de parcours de la maille pour voir ce qu'il va rencontrer. Alors, il nous dit, voilà, vous voyez dans cette bulle, il nous dit qu'en parcourant la branche AB, eh ben, il l'a parcouru dans le sens de I1, il a rencontré un courant qui allait dans le même sens, et donc une résistance, ça va donner lieu à plus R1 I1, et il est rentré par la borne négative, donc ce sera R1 I1 moins E1. Ça, c'est la tension VA moins VB. Ce qu'on écrit là-bas, R1 moins E1, et qu'on vient d'écrire ici en bas, R1 moins E1. Le bonhomme maintenant, il a... bon, pendant que je parlais, il l'a fait. Il est allé de B vers C. Il a rencontré une résistance R2 parcourue par un courant I2 dans le même sens. Donc ça va donner plus R2 I2. Et il est rentré dans ce récepteur par la bande positive. Hein, c'est la bande positive puisque le courant I2 vient par là lui aussi. Et donc ce sera R2 I2 plus E'1. Voilà, qu'on va marquer ici en bas. Le petit bonhomme, en principe, voilà, il vient se placer en C, et puis il parcourt le chemin jusqu'en D pour voir ce qu'il rencontre. Alors, il nous dit, voilà ce que j'ai rencontré, une résistance R3 parcourue par un courant I3 qui va dans le sens opposé. Ça va donner lieu à moins R3 I3. Ensuite, je suis entré par la borne positive de ce générateur, donc plus E2. Voilà, on va l'écrire. Et on va l'amener ici en bas, on va l'ajouter à l'expression qui est en bas. Voilà. Et le bonhomme va aller se placer en D. Voilà. Et il va aller de D en A. Il fait la même chose. Je pense que la voie est bien que c'est moins R4I4 moins E'2 qu'on écrit ici en bas. Et cette somme-là est égale à 0. Voilà, ça c'est donc la loi des mailles relative à cette maille. Voilà, à cette maille ABCD. Donc ça nous donne une certaine relation entre les différents éléments. Ce qui nous permettra de calculer les intensités des courants. Alors, cette intensité de courant, c'est une grandeur qui est positive, n'est-ce pas? Et on parle d'un courant de 2 ampères, de 3 ampères, c'est positif. Bon, pardon. Mais en faisant les calculs, il est possible qu'on trouve une valeur négative. C'est les calculs qui donnent ça. Par exemple, si je prends
I2, imaginons qu'on trouve, I3, pardon, imaginons qu'on trouve moins 1 ampère. Voilà, dans cette branche, j'avais pris, moi je ne savais pas comment était le courant, je l'ai pris comme ça, et j'ai trouvé moins 1 ampère. Alors, ce que cela veut dire, le signe moins, veut dire que le courant en vérité, il circule dans l'autre sens. Donc, je barre ici, je refais mon dessin, en orientant le courant I3 dans le bon sens. Et son intensité va être tout simplement 1 ampère, la valeur absolue de ce que j'avais trouvé ici. Bon, mais ce dernier point, il faut faire attention, il n'est pas toujours valable. C'est-à-dire que si la branche en question ne comporte pas de récepteur non polarisé, alors oui, l'intensité du courant, c'est la valeur absolue. Voilà, c'est ce qu'on écrit ici. Il suffit d'inverser le sens du courant, et voilà. Par contre, si on a un récepteur non polarisé, il faut commencer par changer le sens de cette intensité. Ensuite, il faut refaire une nouvelle mise en équation. Il faut refaire les calculs. On verra sur un exemple tout à l'heure, justement ce cas. Maintenant, vous pouvez imaginer que vous avez trouvé un courant négatif, par exemple, dans le sens de déverser. Vous dites, ah, ok, il circule dans l'autre sens. Mais comme, imaginons que là, il y a un récepteur non polarisé, vous dites, ah oui, il faut refaire les calculs. Vous refaites les calculs et vous retrouvez une valeur négative. Ça peut arriver. Et si cela arrive, ça veut dire que le courant ne peut circuler ni dans un sens ni dans l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution à ce problème-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de courant qui circule dans cette branche. On va le voir dans un exemple, mais je pense qu'auparavant, on doit faire des remarques, il me semble. Oui, voilà, on a 2 remarques à faire. La première va concerner le nombre de mailles indépendantes. Et d'abord, c'est quoi des mailles indépendantes? Bon, quand vous avez un circuit, vous avez un certain nombre de mailles. Vous pouvez écrire la loi des mailles relative à chaque maille. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que toutes ces mailles ne sont pas indépendantes. Toutes les équations ne sont pas indépendantes. On va dessiner quelque chose. Pour l'instant, on va noter dans un problème donné B le nombre de branches et N le nombre de nœuds. D'accord ? Si vous avez B branches, a priori, vous allez avoir B courant à déterminer. N'est-ce pas? Mais vous avez déjà des relations qui existent entre les différents courants grâce à la loi des nœuds. Or, si vous avez N nœuds, vous allez avoir non pas N équations, mais N-1 équation. Parce que dans l'exemple simple, quand vous avez 2 nœuds, par exemple, avec 3 branches, vous écrivez, par exemple, I1 plus I2 égale I3. Ça, c'est pour le premier nœud. Mais pour le deuxième nœud, quand vous le regardez, vous allez trouver la même chose. I3 égale I1 plus I2. Et en général, c'est ça. Quand on a N nœuds, en fait, on ne peut écrire que N-1 équations indépendantes. Donc en fait, le nombre d'équations indépendantes qu'on va écrire, c'est B moins N-1. C'est-à-dire B moins N plus 1. Et ça, c'est ce qu'on appelle le nombre de branches indépendantes. On va voir ça sur un schéma, par exemple ici. Les valeurs là n'ont aucune importance. Vous voyez juste le nombre de branches, de nœuds, tout ça. Vous voyez combien de branches ici? Oui, il y en a 3. Celle de gauche, celle de droite, celle du milieu. Il y a combien de nœuds? Il y en a 2. Attends, ça c'est un nœud. Ça, ce n'est pas un nœud. Il n'y a pas 3 conducteurs. Il y en a 1 et 2. Bon, voici le deuxième nœud. Donc il y a 2 nœuds. Ce qui veut dire, a priori, il y a 3 courants déterminés. Un dans chaque branche. Oui, mais en fait, il n'y a que deux courants à déterminer
parce qu'il n'y a que deux mailles indépendantes. Et le troisième courant va s'exprimer en fonction des deux premiers. Alors, le nombre de mailles indépendantes, je vous dis, il y en a deux. Ben oui, regardez, vous appliquez la relation B moins N plus 1, ça fait 3 moins 2 plus 1. Et donc, ça fait 2. Et les courants correspondants, on va les appeler les courants fondamentaux. Cela dit, il n'y a pas besoin vraiment d'appliquer la formule, puisque si vous regardez ce circuit, vous voyez qu'il y a deux branches, une là, une à gauche, une à droite, tout simplement. J'attire votre attention quand même qu'en vérité, il n'y a pas que deux branches dans cette figure. Il y a aussi une troisième branche. Vous savez, la branche, celle-là, la branche totale, celle qui fait tout le tour. C'est une troisième branche. Oui, mais elle ne va pas vous donner une nouvelle équation. Si vous écrivez l'équation qui correspond à ça, à la grande branche, à la grande maille, eh ben vous allez trouver une combinaison linéaire des deux premières. Cette histoire-là de voir le nombre de mailles me rappelle un problème très connu que vous avez probablement rencontré sur Internet ou ailleurs. Je vais vous le montrer. Vous voyez ce schéma avec plein de triangles. Et bien la question c'est combien y a-t-il de triangles? Ben voilà, vous regardez, si vous l'avez jamais fait ce truc, c'est amusant. Il y en a plus qu'on ne croit, hein, parce qu'il y a les petits triangles, il y a les grands triangles, enfin vous regardez. Mais il y a toujours un petit malin, une fois que vous avez trouvé la réponse, qui est la bonne réponse, il vous dit non, c'est pas ça, parce que la question c'est de déterminer le nombre de triangles. Or, regardez, dans la lettre A qui est là, il y a un petit triangle rouge. Vous n'avez pas compté celui-là. Bon, non mais ça c'est juste pour plaisanter. Alors, il y a la même chose avec les carrés, bon, ce genre de choses. Ok, revenons à nos remarques. Donc maintenant, on va parler de ce qu'on appelle la loi de Pouillet. La loi de Pouillet, elle est très intéressante. Elle vous permet de déterminer oralement, très rapidement, l'intensité dans une branche, dans une maille, lorsqu'en fait vous avez une seule maille. Parce que quand vous avez une seule maille, une maille unique, eh bien, vous avez donc un seul courant. Il y a une seule maille. Tous les dipôles sont parcourus par le même courant. Alors, la fameuse loi de la maille, hein, somme des plus ou moins RI plus somme des plus ou moins E égale 0, elle va se simplifier, puisque tous les courants qui parcourent la distance sont les mêmes. Il y a un seul courant, I. Vous le sortez de la somme, vous l'isolez, et ça vous donne cette expression. Moins somme des plus ou moins E, hein, ce terme-là vous l'avez passé à droite, et vous avez divisé par la somme des R. Vous avez remarqué que je n'ai pas dit somme des plus ou moins R, parce que nous sommes en train de parcourir la maille dans le sens de I. C'est-à-dire, je vais choisir ici le signe plus. Voilà. Et ça nous a donné ça. Comme ça, je suis sûr que je vais trouver I qui est positif. Voilà. Prenons un exemple. Voilà. Ça vous rappelle le truc de tout à l'heure, mais avec des valeurs numériques. Sauf que, tout à l'heure, vous vous rappelez, il y avait les points A, B, C, D qui étaient des nœuds. Là, c'est pas des nœuds. Regardez, il n'y a pas ici le troisième truc, le troisième fil. Donc, par exemple, ce point-là n'est pas un nœud. Hein, vous avez une branche unique, il y a un seul courant que j'ai représenté ici, I, et je suis sûr qu'il circule dans ce sens, parce que quand je regarde les générateurs qui vont m'imposer le sens du courant, je vois que ici j'ai 10 volts, et ici j'ai 2 volts. Donc c'est le 10 volts qui va imposer le sens du courant, et vu les bornes, je vois bien que le courant va circuler dans ce sens. Ok, quelle est son intensité? Bon, ben, on applique cette relation, la loi de Pouillet. À part le signe moins, vous voyez, on va calculer le numérateur en regardant simplement la somme
des E avec plus ou moins. Regardez, ici je rentre par la borne négative, donc ça sera moins 10. Je continue, plus 3, plus 2, plus 1. Et j'ai fini. J'ai fini pour le numérateur. Alors, plus 3, plus 2, plus 1, ça fait 5, plus 1, 6. Moins 10, ça fait donc moins 4. Avec le signe moins qui est ici, ça fait 4. Moins 4, ça fait 4. Divisé par la somme des résistances, vous voyez qu'il y a 4 résistances de 40 ohms chacune. Ça nous fait donc diviser par 40. 4 sur 40, ça fait I égale 1 dixième, 0,1 ampère. Voilà. Vous voyez qu'on n'a pas eu besoin d'écrire quoi que ce soit. La loi de Pouillet, elle est vraiment très utile. Très utile. Bon, mais ça, je vous répète, c'est quand vous avez une maille unique. Bon, mais quand il y a plusieurs mailles, on applique la loi des mailles, de ce qu'on avait vu tout à l'heure, et on va prendre cet exemple. Vous voyez, vous avez ici un certain nombre de branches et de nœuds, et des résistances, un générateur, un récepteur. On vous donne les valeurs numériques. Voilà, il va s'agir de déterminer ici les courants. D'ailleurs, on va se poser une seule question. On va se demander quelle est l'intensité de courant qui passe dans le récepteur de force contre-électromotrice E', hein, celui-là. Ça va être ça la question. Donc, j'ai appliqué mes lois de Kirchhoff. C'est celle que je connais actuellement. Je ne connais que cette méthode. Et on va commencer par faire la chose suivante. On va voir. Déjà, les valeurs numériques, eh bien, je les ai placées directement sur le circuit. Ok ? C'est pas la peine en électricité de travailler avec les valeurs littérales, parce que ça va donner lieu à des formules vraiment compliquées. Enfin, pas compliquées, c'est pas le mot, mais je vais dire de grosses formules avec des lettres R1, R2, tout ça. Mais si on fait les calculs numériques, en fait, c'est tout simplement un nombre. Donc, en électricité, souvent, on va remplacer immédiatement par les valeurs numériques. Bon, on commence en se demandant il y a combien de mailles indépendantes pour savoir combien de courants fondamentaux. Bon, je peux, avant de regarder ce qui est écrit, je peux regarder ici, je vois que visiblement il y a 3 mailles indépendantes. Je peux m'en assurer par le calcul en appliquant la relation B moins N plus 1. Alors, N, le nombre de nœuds, regardez la figure, il y en a 4. A, B, C, D sont des nœuds, il n'y en a pas d'autres. Le nombre de branches, si vous regardez, il y en a 6. Il y a la branche AB, AD, AC, BC, BD et CD. Voilà, il y a 6 branches. Et donc, le nombre de mailles indépendantes, ça va être 6 moins 4 plus 1. 6 moins 4 plus 1, 6 moins 4, 2 plus 1, 3. Ça fait 3, c'est bien ce qu'on avait dit au début. Mais vous vous rappelez aussi, tu vois, il y a 3 mailles indépendantes, très bien, mais en fait, il y a plein d'autres mailles. Hein. Il y a la grande maille, par exemple celle qui part par l'extérieur, A, B, C, et puis par le générateur, ou bien A, D, C, et puis le générateur. Tu vois, il y a plein de mailles, mais les mailles indépendantes sont en nombre de 3. J'aurai 3 équations à écrire. Après ces équations, on va... Les inconnus, c'est les courants. Donc on va choisir un sens arbitraire sur chaque branche. Je ne sais pas a priori les courants dans quel sens ils circulent. Bon, sauf peut-être dans certaines branches. En tout cas, je prends un certain sens. Par exemple, ici, voilà, I1, I2, I3, etc. Et je vais appliquer le nom de maille, puisque je sais le nom de maille indépendante, il y en a 3. Je vais donc choisir 3 nœuds, 3 courants que je vais
considérés comme les courants fondamentaux. C'est les courants I, I2 et I3. Et les autres courants, grâce à la loi des nœuds, je vais les exprimer en fonction de ces courants fondamentaux. Donc vous voyez par exemple, si je prends le nœud A, vous voyez que I, celui qui arrive, est égal à I1 plus I2. Donc, alors I c'est un courant fondamental, I2 aussi, I1, non, je ne l'ai pas choisi. Donc je dis que I1 ça va être I moins I2. Et je remplace directement sur le schéma. Je fais ça, voilà, I1 égale I moins I2, les autres, et je les remplace directement sur mon schéma. Comme ça, j'aurai moins de choses, d'équations à écrire, disons, pour le système. Et on va pouvoir écrire maintenant les lois d'émail. Déjà, on va commencer par remplacer le récepteur qui était là, qui n'est pas polarisé, puisque maintenant il y a un courant qui va le parcourir, on le remplace par un générateur monté en opposition. C'est-à-dire que cette borne-là, celle par laquelle entre le courant que j'ai choisi, je vais considérer que c'est la bande positive. Regardez, si quelqu'un d'autre, par exemple, avait choisi ici un courant I3 qui va dans ce sens, et bien c'est cette borne-là, celle qui est du côté de D, c'est celle-là qui serait la borne positive. Vous voyez? C'est pour ça qu'on dit c'est un récepteur qui n'est pas polarisé. Le signe de sa borne dépend du courant, par où le courant rentre. Bon, ici j'ai pris ce sens-là, donc je dis que ça c'est la borne positive et je le marque. Voilà, plus et moins. Et maintenant, je vais voir, je vais parcourir les mailles dans un certain sens que j'indique sur mon schéma. J'ai pris les sens des aiguilles d'une montre, ce qu'on appelle le sens horaire, et à 3 mailles, 1, 2, 3. Et on va commencer à écrire les équations des mailles en partant de, évidemment, la maille numéro 1. La maille numéro 1, vous dites, voilà, je parcours ici, je vais dans ce sens, donc j'ai 30 I2. Ensuite ici, j'ai plus 20 I3, plus 50, et ici, moins 10 I moins I2. Égal à 0. Voilà, ça va être ça. Voyons si on ne s'est pas trompé. 30 I2 plus 23 plus 50 moins 10 I moins I2 égale 0. Exactement. Bon, on arrange un petit peu cette expression, on développe, on calcule, et on met d'abord le I, puis le I2, puis le I3. D'accord? Comme ça, j'aurai un système par la suite. Bien, maintenant, on va faire la même chose pour la maille 2 et pour la maille 3. OK? Alors, je vous invite, maintenant, si vous voulez, vous pouvez appuyer sur pause et puis écrire les lois des mailles pour la 2 et la 3 et vous reviendrez vérifier que vous avez bien compris qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà, je pense que vous êtes revenu. Est-ce que vous avez trouvé ça pour la maille 2? Oui, si c'est oui, vous continuez. Si c'est non, re-appuyez sur pause, regardez où est votre erreur et rectifiez, enfin relisez aussi votre maille 3 dans ce cas-là. Et puis vous revenez. Voilà, et je pense que vous êtes revenu maintenant. Comme pour la maille 1, cette expression, on va la ranger. On écrit d'abord les I, puis les I2, puis les I3. Voilà. On fait la même chose pour la maille 3. Qu'on arrange. Et ça nous donne cette nouvelle équation. Bon, vous voyez que vous avez un système de 3 équations à 3 inconnus. I, I2, I3. Et vous allez le résoudre à la façon qui vous arrange. Le mieux, c'est d'utiliser la méthode des déterminants. D'accord? On va utiliser la méthode des déterminants, vous savez, avec les
les calculs que maintenant, bon, je pense que tout le monde sait les faire, donc on passe rapidement, mais vous les faites hein, pour vérifier, et vous vérifierez que I3, c'est celui qu'on cherche, I3, eh ben, on trouve qu'il est égal à moins 0,38 ampères. Bon, vraiment j'insiste, hein, si vous n'avez pas fait les calculs, c'est pas la peine d'aller plus loin. Hein. Vous vous arrêtez, vous faites les calculs, il faut absolument les faire. Il faut vous entraîner à ça. Bon, moins 0,38, vous voyez qu'il est négatif, bon ben ça veut dire il ne circule pas dans le sens BD que j'avais choisi, mais il circule en vérité dans l'autre sens, dans le sens déverbé. Enfin, on dit en vérité, je dis peut-être qu'il circule en tout cas, il ne circule pas de B vers D. Bon, mais normalement, je dirais qu'il va circuler dans l'autre sens avec l'intensité plus 0,38. Oui, mais ici, entre B et D, il y a un récepteur non polarisé, justement. Donc, je serai obligé de refaire mes calculs. Ce que vous voyez parfaitement dans ce système qui est là. Regardez, quand on va changer I3 dans l'autre sens, ça revient tout simplement à avoir moins I3 là où j'avais I3. D'accord? Ce I3, vous le remplacez par moins I3. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir le même système, mais ici, vous dites plus I'3. I', c'est moins I3. OK? Mais le problème, c'est que là aussi, ça va changer. C'est pas que la variable qui change, c'est que ce coefficient aussi va changer, puisque les bornes vont changer. OK? Donc, vous refaites les calculs. Là, je pense qu'on pourra aller un peu plus vite. Hein. C'est vous qui faites les calculs. Justement, c'est un très bon exercice, une très bonne vérification pour voir si vous avez compris. Et donc on passe, on refait les mailles. Bon, regardez, moi j'avance rapidement. Les mailles 1, maille 2, maille 3, vous faites tout ça. Et le résultat que vous trouvez, le résultat, avec la méthode des déterminants, voilà, les résultats vont s'afficher. Ça me rappelle le soir des élections. Bon, moins 0,77 ampères. Aïe. Bon, premièrement, j'espère que vous avez trouvé la même chose. Moins 0,77 ampères. Ensuite, vous constatez que à nouveau, ce courant est négatif. S'il est négatif, bah, ça veut dire qu'il ne circule pas de D vers B. Oui, mais il ne circule pas non plus de B vers D. Donc c'est le cas que je vous ai signalé. Ben, il n'y a pas de solution ici. Dans la branche BD, il n'y a pas de courant qui circule. Voilà. Je viens de démontrer par le calcul qu'il n'y a pas de courant qui circule dans la branche BD. Ce qui signifie que le générateur que vous avez ici, le 50 volts, n'a pas une force électromotrice suffisante pour alimenter le récepteur. Voilà. Bon ben j'espère que d'abord c'est bien clair cette histoire de loi de Kirchhoff. Vous pourrez l'appliquer. Alors vous avez plein d'exercices dans le Polycop, enfin partout sur internet. Vous regardez les circuits, il y en a plein, et vous entraînez. Vous allez très vite voir au bout de 2 ou 3 exemples que c'est vraiment très simple, c'est très très facile à mettre en œuvre, mais vous allez constater aussi probablement que vous allez faire beaucoup d'erreurs de calcul. Ça, je ne sais pas pourquoi, mais il y a énormément d'étourderies à ce niveau-là. Bon ben, donc il faut faire attention. Voilà, je pense que nous, on va pouvoir passer maintenant à la suite. Et la suite, c'est le théorème de Millman. Oui, on va présenter maintenant une nouvelle façon de trouver le courant dans une branche. Bon, le théorème de Millman est exposé dans le livre de Riyar, dans sa généralité, le livre que vous avez à votre disposition là sur la plateforme, hein, vous pouvez le consulter. Le théorème est donné dans sa généralité, mais concrètement,
ce théorème de Millman, on va l'appliquer lorsqu'on a des branches en parallèle. Le mieux, c'est je vais vous présenter ça sur un exemple. Théorème de Millman, voici, vous avez 5 branches en parallèle et on est en train de se demander combien vaut le courant dans la résistance 20 ohms entre les points A et B. Vous allez me dire, attends, quelle résistance? Celle-là. Oui, parce que celle-là, elle est aussi 20 ohms et elle est aussi entre les points A et B. Parce que le point A, c'est le même ici partout, hein, c'est le même point A. Pareil pour le point B. D'ailleurs, c'est pour ça que les branches sont en parallèle. Elles sont soumises à la même tension. Ok. Ce que le théorème de Millman nous dit, c'est ce qui est encadré dans ce texte, c'est que la différence de potentiel entre ces branches, VA moins VB, ça va être égal, je vais vous montrer sur la formule, c'est plus simple. La différence potentielle, bon, ici on a pris VB moins VA, c'est la somme des G fois E divisé par la somme des G. Alors, dans cette histoire, E, c'est la force électromotrice, bien entendu. G, c'est la conductance. La conductance, je vous rappelle que c'est l'inverse de la résistance. D'ailleurs, si on réécrit cette expression en remplaçant G par 1 sur R, l'inverse de la résistance, on a ça. Hein, c'est la même chose. Voilà. Et donc, ça nous donne la différence potentielle. Alors, si vous avez la différence potentielle ici, du coup, vous en déduisez le courant, puisque cette différence potentielle, elle est égale à R, c'est-à-dire 20 ohms ici, 20 fois le courant. Bon, appliquons-le à ce cas-là, puisqu'on a les valeurs numériques. Calculons VB moins VA concrètement. VB moins VA, eh bien, ça va être égal, intéressons-nous au numérateur, c'est la somme des GK. Alors, dans la K, ça va de 1 à 5 ici, hein, c'est le nombre de branches. Bon, dans cette première branche, celle qui est complètement à gauche, vous voyez, vous avez une force électromotrice 10 volts et vous avez une résistance 20. Donc, ça sera E sur R, c'est 10 sur 20. Oui, mais est-ce que c'est plus 10 sur 20 ou moins 10 sur 20? Eh bien, vous appliquez exactement ce qu'on avait dit. Regardez, on calcule VB moins VA. C'est-à-dire qu'on part de B et on va vers A. En faisant ça, on rentre par la bande positive. Donc, ce sera plus. Plus 10 sur A. Plus sur 20. Voilà, c'est le premier truc. Deuxième branche, il n'y a pas de force électromotrice. C'est-à-dire E égale 0. Donc, plus 0. 0 sur 20, si vous voulez. Ensuite, c'est moins 5 sur 20, puisque je rentre par la valeur négative, par la borne négative en allant de B vers A. Donc, moins 5 sur 20. Bon, plus 0, plus 0. Alors, le taux divisé par la somme des conductances, donc 1 sur 20, plus 1 sur 20, elles sont toutes égales toutes les résistances sont égales à 20. Donc, toutes les conductances sont égales à 1 sur 20. Donc, il y aura 1 sur 20, plus 1 sur 20, plus 1 sur 20, plus 5 fois. Alors, voilà, si on fait les calculs, ça va nous donner VB moins VA égale 1 volt. Alors, le fait que VB moins VA est positive, ça veut dire que le courant circule dans ce sens-là, de B vers A, puisque le courant descend les potentiels, alors, quand il n'y a pas de générateur. Il descend le potentiel, donc le courant va de B vers A. Avec quelle intensité? C'est très simple à déterminer. Maintenant qu'on sait que c'est 1 volt, cette différence de potentiel VB moins VA, ça va être égal à 20 fois le courant I qui circule là-dedans. Je le prends dans le sens, je l'appelle I1 et je le prends dans le sens de B vers A, donc ce sera égal à 20 fois I1. 20 fois I1 égale à 1 volt, donc I1 égale 1 sur 20. 1 sur 20, ça fait 0,05 ampères, c'est-à-dire 50 milliampères. Voilà.
Donc vous voyez comment ça a été simple de déterminer l'intensité dans cette branche. Sinon, il aurait fallu passer par les lois de Kirchhoff avec un certain nombre de mailles indépendantes. C'est pas évident. Enfin, il y aurait comme, mais je vous incite à le faire hein, par la méthode des mailles, parce que vous connaissez le résultat. Vous devez retrouver 50 milliampères. Et en même temps, ça va vous montrer que vous savez bien appliquer les différentes lois. Juste une petite remarque ici, enfin il y a plusieurs remarques à faire, mais la plus simple ici, c'est que vous avez une résistance 20 ohms qui est en parallèle avec une résistance de 20 ohms. Donc vous pouvez remplacer ces deux résistances-là par une seule résistance que vous mettez ici. Donc vous enlevez celle-là, vous mettez ici une résistance équivalente. Alors l'équivalent de 20 ohms en parallèle avec 20 ohms, c'est 20 sur 2, c'est-à-dire 10 ohms. Vous mettez 10 ohms. Ça vous diminuera le nombre de mailles. Bon, etc. Vous regardez ce genre de choses. Ouais, il y a des choses à dire. Bon, on lira éventuellement t'aider. Bon, maintenant voici un autre exemple. Alors, bon, là, c'est vraiment à écouter avec des valeurs, vraiment, vous avez que 3 branches en parallèle, avec des résistances de 2 ou 3 ohms, des générateurs, etc. Et donc, c'est la même phrase que tout à l'heure, ce qui est encadré. Hein, c'est juste pour vous dire que la différence potentielle, c'est la somme des conductances multipliées par la FEM sur la somme des conductances. Bon, je vous invite à faire maintenant, vous connaissez la formule, vous cliquez, bon, je vous la rappelle d'ailleurs ici, tiens, attends, que VB moins VA, non, ici on calcule VA moins VB, c'est pareil, vous faites ce que vous voulez, VA moins VB, c'est donné par cette expression, ok? Donc, appuyez sur pause et faites le calcul. Faites le calcul et déterminez le courant qui circule dans la résistance 2 ohms, celle-là, qui est dans la branche AB. Vous trouverez si le courant circule de A vers B ou de B vers A et avec quelle intensité. Voilà, je pense que vous l'avez fait et vous avez trouvé ici VA moins VB. Bon, vous avez ceci, vous vérifiez. Si on fait le calcul numérique, ça donne 3,5 volts, qui est positive. J'ai calculé VA moins VB, ça veut dire que le courant circule de A vers B, avec une intensité que j'ai appelée I3, et qui est donc 2 fois I3, puisque la résistance R ici c'est 2 ohms, ce qui fait que le courant I3, eh bien, ça sera 3,5 sur 2, c'est-à-dire 1,75 ampères. Et je redis, noir sur blanc, qu'il circule de A vers B. Voilà. Voilà. Que vous pouvez retrouver aussi par la loi des mailles. Hein. Vraiment, faites ça de façon très régulière. Vous avez un circuit, faites-le avec les différentes méthodes que vous connaissez et vérifiez que vous retrouvez toujours les mêmes résultats. Vous n'allez pas faire ça toute votre vie. Hein. Dès que vous êtes sûr que vous maîtrisez complètement ces différentes techniques, bon ben, à chaque fois, vous prenez celle qui est la plus adaptée, et puis c'est tout. Donc pour l'instant, vous ne connaissez 2 techniques, les lois de Kirchhoff et le théorème de Millman. La semaine prochaine, on verra le théorème, 2 nouvelles techniques, théorème de Thevenin et le théorème de Norton. Voilà. Eh bien, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous dis au revoir. Au revoir, travaillez bien.